Voilà. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bien aujourd'hui, c'est le 27e Café Génial. On commence à en avoir fait pas mal. Sur un format un petit peu différent d'habitude, comme vous le verrez, du coup, puisqu'il y aura une seule présentation faite par Iris Lang, Justine et Jérôme, du coup, alors donc Justine et Iris du Seine Occitanie et Jérôme du CBN Midi-Pyrénées sur les stratégies relatives aux espèces exotiques envahissantes, faune et flore, qui ont été finalisées sur la région. Ils vous présenteront également le réseau espèces exotiques envahissantes du coup de l'Occitanie et les outils qui sont développés. Suite à cette unique présentation, ensuite, voilà, l'idée est de discuter, de voir comment ils peuvent vous accompagner du coup sur cette thématique-là, sur vos différents territoires. Voilà. Donc, je fais un petit rappel. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser le chat pour interagir, mais bon, c'est plus sympa en direct. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main, à laisser vos caméras allumées si vous le souhaitez. C'est toujours aussi plus sympa d'avoir des personnes en face plutôt que des écrans noirs quand on intervient. Voilà, et je vous propose donc qu'on fasse un petit tour d'écran et que vous nous partagiez un mot voilà, au sujet de ce que vous inspire cette thématique aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, je vais passer la parole à Jérémien, qui est le premier sur mon écran. Oui, bonjour à tous, Jérémy Petit, syndicat mixte Camargue d'Ardoise. Tu me prends un peu de cours? Un mot, problème? Bon, et ben écoute, si tu es inspiré un peu plus tard, tu nous le signaleras. Non, mais mon mot, ce sera problème. Problème. Ok, ça marche. David? Bonjour à tous, donc David Gomis, chargé de mission biodiversité et culture scientifique à la métropole de Montpellier. Moi, je dirais mondialisation. Alexiane? Bonjour. Je suis chargée d'études zones humides à Nature en Occitanie. Et en un mot, ouais, je dirais doute. Nathalie? Donc moi je suis Nathalie Bénat de la DASEA du Gers. Nous sommes cellules d'assistance technique aux zones humides, donc je suis technicienne agroécologie et zones humides. En fait, tout le monde a déjà bien résumé là, je trouve. On va mettre ignorance. Et je signale que du coup, vous nous aviez accueillis pour un atelier d'échange sur cette thématique chez vous il y a 2 ans, je crois, hein. Pour la KZH, vous voulez dire? Non, on avait fait un atelier d'échange accueilli par la DASEA du Gers sur, alors je ne sais plus exactement le village, mais sur la thématique des espèces, des plantes exotiques envahissantes. À Sion. Je Voilà, pense que c'était la commune de c'était Sion. Sion. Tout à fait. D'accord. Oui. Donc merci Nathalie. Déborah? Bonjour, Déborah Leschewitz, animatrice Natura 2000 de la Gélise à Albret Communauté. Moi, je dirais limité pour les plantes exotiques. Parfait. Laurent? Oui, bonjour à toutes et à tous. Laurent Cournot, responsable biodiversité et Natura 2000 au parc naturel Agen du Haut-Languedoc. Et si j'avais un mot, j'en avais un premier, c'était nouveau, parce que c'était pas dans la charte en 2012, mais je vais plutôt choisir un autre mot, gestion. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Laure? Bonjour à tous, donc Laure Jacob, chargée de mission milieu naturel, faune flore au parc naturel régional des Grands Causses. Eh ben, avec tout ce qui a été dit déjà, je vais mettre menace avec un point d'interrogation. Après, on a le droit de répéter un mot qui a déjà été Ouais, dit. non, mais ça fait réfléchir. Ça fait pas de Merci mal. Laure. Merci. Jonathan? Jonathan, si tu es parmi nous, c'est pas sûr. Cécile, en attendant? Oui, vous m'entendez? Oui. Ah, pardon. Alors, je sais pas. Ouais, voilà. Bonjour, c'est Scylla Miel. Donc, je suis chargée de mission développement durable à la communauté commune du plateau de Lannemezan. Et donc, un mot, mais moi, je dirais solution, point d'exclamation.
voilà, excusez-moi, je vais fermer la caméra parce qu'on a un réseau qui est un peu faiblard et Ça marche. ça peut sauter. Bon, ben, Justine, Iris et Jérôme, voilà, ben, on va vous laisser présenter les solutions. C'est une lourde tâche à vous. Non, je plaisante. Mais du coup, je vous laisse, du coup, puisque Jonathan n'est pas revenu, je pense, euh, partager votre écran et débuter la présentation. Ouais, je partage mon écran si ça vous va, Jérôme et Justine. On a testé tout à l'heure. Normalement, ça fonctionne. C'est bon? Parfait. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Iris Lang, je suis chargée de projet scientifique au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Et depuis 2020, je travaille à l'élaboration de la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes faune que nous mettons en œuvre depuis janvier 2022 avec Justine. Et si j'avais un mot à dire, ce serait prévention. Voilà. Justine, je ne sais pas si tu Ouais. veux te présenter. Justine Nicolas, merci Iris. Justine Nicolas, chargée d'études au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Et comme a dit Iris, je travaille avec elle depuis 2022. Moi, je suis arrivée en janvier en stage. Vous avez peut-être dû passer des mails sur un questionnaire dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, je suis arrivée en stage en janvier, donc j'ai été recrutée pour travailler pour remplacer Camille Gillot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Camille, qui travaille avec Iris, et du coup, j'ai pris sa place en septembre 2022. Et Jérôme? Bonjour. Alors juste pour resituer, moi je travaille aussi donc je travaille au sein du Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées. Je travaille aussi on travaille aussi avec le Conservatoire botanique méditerranéen de Porquerolles, qui est aussi. Alors c'est Louise Turpin qui est absente, mais elle est quand même présente dans la préparation de cet événement et puis également dans les différents outils. Et j'ai noté qu'il y avait quand même plusieurs acteurs de Languedoc-Roussillon donc qui sont intéressés. Donc voilà, je lui relayerai aussi ces éléments-là. Et donc voilà, moi je travaille sur la question des plantes exotiques envahissantes depuis, disons, 2013 au sein du Conservatoire botanique avec notamment un plan relatif à ces espèces qui a été mis en place à compter de cette période-là avec essentiellement des actions de surveillance, de connaissance et puis on commence à démarrer la gestion et aujourd'hui on est beaucoup plus dedans. Et en termes de mots, voilà, en termes d'animateur, je dirais que sur cette thématique-là, le mot-clé, c'est prévention. Mais d'un point de vue plus personnel, je dirais que le mot-clé, c'est collectif. Voilà. Merci, Jérôme. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation à 3 voix pour vous présenter un peu ce qui a été fait depuis le début de la mise en œuvre des plans d'action des stratégies plantes exotiques envahissantes et espèces exotiques envahissantes faune en Occitanie. Ah, ça marche plus. C'est bon, oui. Pour rappel, hein, pour recontextualiser, il y a une stratégie nationale qui a été éditée par le ministère en 2017 relative aux espèces exotiques envahissantes. Et donc, en région, nous sommes les 3 acteurs qui avons décliné cette stratégie selon 5 axes de travail, la prévention, la gestion, l'amélioration des connaissances, la communication et la sensibilisation, et la gouvernance avec le côté plus réseau. En Occitanie, c'est la DREAL Occitanie, la région Occitanie qui finance la stratégie faune. Et puis en plus, il y a l'Europe et l'Agence de l'eau à Tour-Garonne pour la stratégie plantes exotiques envahissantes. Et donc, vous pouvez voir sur la diapositive le réseau tel qu'on aimerait le structurer. Il commence à se structurer, mais on ne l'a pas encore formalisé, on va dire, officiellement. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine, donc avec un comité des animateurs qui sont les CBN et le CEN Occitanie,
qui échange en permanence avec l'ensemble des acteurs d'Occitanie dont vous faites partie. Et puis, on est en lien également avec nos financeurs et puis d'autres organismes qui sont là en appui, notamment lors de comités de pilotage ou de comités techniques, parfois sur certaines questions plus techniques. Donc, on va faire un petit rappel des stratégies, un état d'avancement des plans d'action, et puis on va vous présenter du coup les premiers outils qui ont été produits, que ce soit en termes d'outils techniques ou de communication, ainsi que les perspectives pour l'année à venir. Donc, pour la partie faune, pour rappel, il y avait une première enquête auprès des acteurs sur l'ensemble de l'Occitanie en 2018, qui avait été menée par le CEN pour recenser un peu les besoins et l'état des connaissances, surtout sur cette thématique. Suite à ce premier travail, la première mission vraiment du CEN, ça a été d'établir une liste scientifique d'espèces exotiques animales sur le territoire de l'Occitanie, ce qui a conduit à la création donc, de la liste catégorisée, avec une méthode grandement discutée et une approche méthodologique commune avec les CBN, notamment en ce qui concerne les 5 catégories qui ont émergé de ce travail et les définitions associées à ces catégories. Et puis, en 2022, donc, vous avez sûrement eu en effet un contact avec Justine, qui a fait un énorme travail de recensement des actions conduites en Occitanie, que ce soit des actions de prévention, des actions de sensibilisation ou des actions de gestion sur les espèces exotiques envahissantes animales. Et puis, on a rédigé ça, c'était la première action du plan d'action, du coup, qui est prévu sur la période 2021-2030. Jérôme, je te laisse compléter pour la flore. Ou tu veux que je le fasse? Je sais pas. Je te laisse. T'as pas ton micro. Merci Iris. Oui, voilà, on a des approches très similaires, donc savoir qui fait quoi, savoir un petit peu quels sont les manques, ça va être aussi un des rôles de l'atelier qu'on fait ce matin. C'est voilà, est-ce qu'on a bien identifié ce qu'il faut en termes de besoins de votre part? Voilà un travail sur un travail d'élaboration de listes. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce type d'espèce et puis partager ça avec les acteurs pour voir un petit peu la manière dont on met en place les choses. On n'est pas sur des listes réglementaires, on est bien sur des listes de connaissances. La distinction étant que voilà ce qu'on sait et on le dit, et la liste réglementaire, c'est voilà ce qui est interdit. Et puis, recensement des actions conduites en Occitanie. Voilà, bon, c'est un travail au long cours pour savoir un petit peu ce qui est fait et apprendre aussi à partager les uns les autres sur les actions de gestion et puis apprendre à mieux faire. Voilà. Et puis donc, effectivement, une stratégie là qu'on est en train de finir de pondre qui devrait vous arriver avant la fin de l'année. Voilà. Donc voilà, donc pour nous, cette liste de scientifiques, c'est vraiment un premier outil que les gestionnaires peuvent s'approprier pour travailler sur leur territoire d'intervention. Ensuite, début 2022, Justine a fait ce gros travail d'inventaire qui est également toujours en cours, qui permet d'alimenter plusieurs outils qu'elle vous présentera par la suite, mais notamment le tableau de bord espèces exotiques envahissantes d'Occitanie. Et on a décidé aussi de valoriser le travail qui a été fait justement de création de la liste scientifique d'espèces exotiques envahissantes animales dans un article qui est paru. Donc, je vous invite à consulter si vous voulez avoir vraiment toute la démarche qui a été menée pour aboutir à cette liste. Il y a une question dans le chat, je ne sais pas si vous voulez y répondre tout de suite ou si on attend la fin de la présentation. Oui, en fait, la liste est déjà disponible. On va vous donner le lien un petit peu plus tard. Il y a un portail qui permet d'y accéder. Tout à fait. Et
Et donc, Jérôme, pour la partie PE, je ne sais pas si tu veux compléter. Voilà, donc voilà, nous on s'est beaucoup concentré sur la rédaction de la stratégie et un certain nombre de rencontres avec des acteurs à travers des groupes de travail pour voilà, pour mettre un petit peu sur la table un certain nombre de points qu'on avait en tête, les tester avec vous et tout ça, et puis faire remonter des besoins toujours. Voilà, et puis on avait déjà lancé des séries de webinaires un peu techniques sur des aspects de gestion. Donc voilà, il y en a un notamment sur l'Irlande qui avait été mis en place courant 2022. Et il y en a d'autres à venir, notamment sur l'os du Caucase, on vous en parlera un peu après. Et je reviens juste aussi, pardon, sur le travail que Justine a fait, qui était notamment d'étudier ce qui était mis, quelles étaient les actions qui étaient mises en place sur les espèces exotiques envahissantes dans les aires protégées en Occitanie. Et donc, pareil, il y a un bilan des résultats de son stage qui est disponible sur les plateformes qu'on va vous partager ensuite. Justine, je te laisse la parole. Ou je le fais, je sais plus où est-ce qu'on s'était dit, mais si vous voulez en Jérôme, je sais plus du tout. Non, c'était différent si tu vu que c'est le CBN qui porte cette expo. Oui, donc on a eu OK. On a eu un reliquat de crédit de l'Adréal en 2021 ou 22, je me souviens plus très bien, et on a fait, comme on venait juste de terminer les listes, hein, et que finalement ces questions de liste de connaissances, elles sont pas si simples à manier pour les acteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'interdis tout ce qui est dedans? Je tape dans tout ce qui est dedans? Quand il y a écrit que c'est un enjeu fort, ça veut dire que pour moi c'est un enjeu fort. Et alors qu'en fait, ça s'interprète beaucoup en fonction de votre contexte, hein. Ça s'interprète beaucoup en fonction de votre territoire, les capacités de dispersion d'un foyer donné, le type d'impact qu'il a par rapport à vos enjeux propres aussi. Et donc, pour essayer de mieux faire comprendre ça, on a travaillé avec donc le CEN, le CBN Med et nous sur une exposition qui a pour objectif de faire comprendre à la fois comment on a construit ces listes, pourquoi on a construit ces listes, et d'une manière un peu schématique, comment on se les approprie et on les utilise. Voilà. Donc, c'est aussi, c'est aussi un document qui va bientôt être sur la table et que vous aurez normalement avant Noël aussi. Voilà. Donc, c'est enfin un document, c'est des kakémonos avec un petit livret d'accompagnement de tout ça, mais l'idée ensuite, c'est que ça tourne et qu'à la fois nous, ça nous accompagne dans notre communication pour faire comprendre un petit peu tout ça, et puis vous, que ça puisse aussi vous accompagner dans vos besoins aussi de communication par rapport à ce qui se passe au niveau de votre territoire en lien avec ces questions. Et il y a Laurent qui demande s'il y a une version PDF qui sera récupérée, mais je pense en effet qu'on prévoira une version informatique, enfin dématérialisée, oui. Oui, c'est-à-dire c'est pour l'expo, c'est ça la Ouais. question par rapport Ouais. à ça? Ouais, ouais. Après, pour l'instant, je pense qu'on va voir un petit peu comment ça se monte. On va déjà la faire, essayer de commencer à la faire tourner. Et puis, si vraiment on l'a bien conçu et que ça répond bien à vos besoins, peut-être qu'on fera plus d'exemplaires ou qu'on diffusera des éléments pour que vous la reproduisiez ou des choses comme Oui. ça, quoi. Vous l'ayez À en voir, quoi. aussi, ouais. Et dans tous les cas, il y aura ce livret d'accompagnement qui reprend quand même les éléments de l'expo, un peu plus détaillés, mais au final, c'est vraiment un livret qui va avec l'exposition et donc il y aura toutes les informations dedans. OK, merci. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment que ces listes, elles vous servent à la fois pour prioriser un peu les actions de prévention, d'introduction de certaines espèces, de sensibilisation du coup, l'amélioration, prioriser aussi les espèces sur lesquelles améliorer les connaissances, que ce soit sur leur répartition, donc par des inventaires, sur l'écologie ou leurs impacts, par des études un peu plus poussées, et d'une manière générale, pour la priorisation des choix de gestion. Le fameux article dont je vous parlais, comme ça vous aurez le lien.
Du coup, je prends la parole pour la suite. Donc, pour ce qui est du reste des outils, donc côté volet faune, on vous avait fait une petite plaquette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour un peu présenter sur quel type d'appui technique on pourrait vous fournir et pour vous accompagner. Donc, pour en citer quelques-uns, après, on va rentrer dans le détail de certains outils juste après. Mais pour en citer quelques-uns, par exemple, sur le volet Agir, donc on a parlé de la liste, qui est là pour vous accompagner dans votre priorisation de sur quelle espèce dois-je agir en priorité. Donc, nous, on est aussi là pour vous accompagner avec cette liste, pour vous aider sur le côté plus enjeu local, etc., pour vous aider dans l'aide à la décision et pour prioriser vos actions. Pour ce qui est du volet connaître, nous sommes disponibles pour vous fournir les données de répartition, les données d'observation des espèces de la liste sur votre territoire. On est aussi là pour vous apporter plus d'informations sur l'écologie, la biologie de ces espèces, leur possible impact, les impacts connus. Parce qu'on garde, on a une grosse base de données en fait avec toutes nos synthèses bibliographiques qu'on met à jour régulièrement sur ces espèces. Nous faisons aussi le lien avec l'île nationale, que ce soit nous on peut faire remonter les informations au niveau national, mais on peut aussi vous les fournir dans l'autre sens, ça marche dans les deux sens. Vous accompagner sur la réglementation aussi, par exemple, pour vous donner accès à tous les textes, à toutes les différentes informations. Et puis le tableau de bord dont on va vous parler juste après. Pour ce qui est du côté valorisé, donc là aussi, ce sont les retours d'expérience que nous partageons. En fait, je vais vous présenter ça aussi juste après. On a des fiches de retour d'expérience toutes prêtes, des formulaires que vous pouvez compléter pour valoriser les actions que vous menez sur vos territoires. Et puis, dans l'autre sens, nous, on peut vous fournir des retours d'expérience déjà rédigés d'autres gestionnaires de la région ou même au niveau national si besoin. Et puis, on fait aussi le volet de vos actions sur les réseaux sociaux, sur notre newsletter, notre lettre d'info EEE d'Occitanie que nous rédigeons avec les CBN. Et puis, pour le côté financement, donc là, on peut vous accompagner dans la rédaction de vos candidatures, de vos dossiers pour des appels à projets, par exemple, ou d'autres demandes de financement. On peut vous aider à cette rédaction. Et puis, on a aussi des fonds d'urgence, on va dire, disponibles pour des espèces. Alors, c'est des petits fonds, hein, mais c'est disponible pour des espèces des catégories surtout alerte et émergentes ou prévention. Si elles sont détectées de façon précoce sur le territoire, on peut débloquer des fonds si nécessaire. Voilà, Jérôme pour le côté Laure. Voilà, donc c'est assez similaire, hein. L'essentiel des outils, finalement, c'est de vous rencontrer ou d'échanger avec vous, hein, que ce soit à travers un peu de mail, un peu de téléphone ou sur le terrain ou dans le cadre de rencontres, de réunions ou de formations. Voilà, c'est un peu le cœur, je dirais, des formes d'appui qu'on fait. Alors, la flore, c'est compliqué. Les espèces individuellement, chacune a ses spécificités, ses sites dépendants. C'est pareil au niveau faune. C'est pour ça aussi que vous vous retrouvez face à plusieurs interlocuteurs sur cette thématique-là, parce que c'est une thématique qui est compliquée. C'est compliqué de trouver la bonne façon d'approcher, de prioriser et tout ça. Voilà. Alors, au niveau deux types d'outils à avoir en tête. Là, on vient de sortir un plan de lutte sur la berce du Caucase parce qu'il y a un certain nombre de foyers à l'échelle régionale qui ne sont pas extraordinairement nombreux, mais pour un certain nombre d'entre eux, il y a une dispersion qui est quand même significative ou qui pourrait devenir problématique. Et donc, l'idée, c'est de mieux caractériser. Alors, la berce du Caucase, c'est une espèce qu'on va avoir en sous-bois, notamment en ripisylve. Elle est plutôt à l'aise dans les milieux un peu avec de l'humidité, on n'a qu'à dire, et également en montagne, hein. C'est une montagnarde à la base.
Et donc, on rencontre un certain nombre de foyers. Bon, j'ai plus exactement en tête combien, mais disons qu'on n'a qu'à dire une vingtaine de foyers à peu près, plus ou moins importants à l'échelle de l'ensemble de la région. Il y a également un foyer qui est transfrontalier du côté de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, on a mis en place du coup un document qui permet de faire le point sur l'approche technique, comment j'aborde cette espèce-là si je suis concerné. Un autre aspect qui est en termes de coordination, est-ce qu'il y a des foyers sur lesquels il n'y a personne pour gérer? Pourquoi il n'y a personne pour gérer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, trouver un référent? Et puis, ça permet aussi, si vous êtes amené à gérer ce type de foyer, d'avoir un document euh, qui apporte une priorité régionale et qui va faciliter le déclenchement de financement, notamment type fonds verts et autres, pour agir avec nous. Et puis l'idée aussi, c'est de apprendre à mieux la gérer et tout ça. Voilà. Donc il y a ce document-là qui, pour l'instant, on l'a surtout mis en circulation auprès des gestionnaires de foyers qu'on a déjà identifiés, mais on va bientôt faire un lancement, disons, de ce document pour que tout le monde l'ait à l'œil, en tout cas, cette espèce-là. Et puis sinon, il y a un travail qu'on avait fait, je crois que c'était en 2019 avec François Prudhomme, un collègue qui travaille sur Natura 2000 et les habitats. Et on avait d'un côté analysé l'impact individuel des plantes exotiques envahissantes sur les habitats d'intérêt communautaire. Et d'autre part, étudier la vulnérabilité des habitats d'intérêt communautaire à l'arrivée de plantes exotiques envahissantes, y compris en termes de dégradation de l'état de conservation au sens européen. Et donc, en mélangeant tout ça, on a fait une petite moulinette qu'on a appelée ExoNatura, qui est un tableau qui peut permettre aux acteurs Natura 2000 de disposer d'un document cartographié d'alerte, c'est-à-dire quelles sont les espèces que j'ai ou quels sont les habitats que j'ai, et en conséquence, quelle est ma vulnérabilité par rapport à certains types d'espèces ou quels sont mes territoires un peu vulnérables. Donc, c'est quelque chose qu'on a publié dans Sciences, Eau et Territoire et qui est disponible. Et c'est probablement un type d'outil qu'on va essayer d'étendre. En tout cas, ça fait partie des projets à l'échelle à la fois Occitanie, puisque pour l'instant, c'était plus Midi-Pyrénées, puisque notre connaissance en tant que conservatoire botanique, c'était plutôt cette échelle-là. Mais là, plutôt Occitanie. Et puis également, il y a un travail de ce type-là avec la faune. Enfin, en tout cas, ça fait partie des projets. Voilà. Exactement. Alors on en parle juste après de cette adaptation de l'outil avec le Natura. D'abord, nous, on va partir sur le tableau de bord, du coup, dont on a discuté tout à l'heure, enfin évoqué l'idée tout à l'heure. Donc, il est disponible en ligne, déjà, cette page internet. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur cette page. Donc, il y a différents onglets. Il y a une page un peu plus générale où vous aurez quelques infos, quelques données sur la répartition des espèces exotiques envahissantes animales sur le territoire d'Occitanie. Cette page est mise à jour tous les ans avec les nouvelles données qui sont ajoutées venant du SINP. Et donc, sur cette page générale, vous avez tout ça. Vous avez aussi tous les liens utiles vers nos partenaires, vers le centre de ressources nationales, en fait, aussi de ces espèces exotiques envahissantes. Ensuite, vous avez un onglet fiches espèces. Dans cet onglet, il y a donc les données de répartition de cette espèce que vous pouvez la chercher. On n'a pas mis de photo de chaque page, mais vous pouvez la chercher en haut à gauche, vous pouvez taper le nom de l'espèce, et ensuite ça vous sortira donc les données de répartition sur la région, sa catégorie par rapport à la liste catégorisée régionale. Ensuite, vous aurez les retours d'expérience de cette espèce sur la région, donc rédigés par les gestionnaires régionaux. Et voilà, je crois. Et puis, il y a un onglet vraiment retour d'expérience.
où là-dessus, vous aurez, donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran, donc une carte de la région avec les différents retours d'expérience qu'on a reçus suite à l'enquête que j'ai menée pendant mon stage et à laquelle certains d'entre vous avaient répondu et avaient complété un retour d'expérience d'ailleurs, je vous remercie. Et donc ça, c'est en continu, donc on prend toujours les retours d'expérience, on les met en ligne dès qu'on les reçoit et met en page. Et donc sur cette page, juste en dessous, donc vous avez un petit tableau avec toutes les listes des retours d'expérience qu'on a. Certains ont des fiches retours d'expérience, certains on les a juste notés avec le type d'action, quel gestionnaire le met en place, quelle espèce. Donc ça apparaît quand même sur la carte. Et puis en dessous, vous avez 3 petits onglets. Je ne sais pas si vous voyez du coup fiche fiche Rex gestion, fiche Rex prévention, fiche Rex sensibilisation. Merci. Et en fait, en cliquant dessus, ça télécharge un formulaire Word que vous pouvez directement compléter pour rédiger votre retour d'expérience. Et puis ensuite, vous pouvez nous l'envoyer par mail et puis on pourra l'insérer et l'ajouter à cette interface ensuite. Et puis, il y a aussi l'outil de signalement. Donc ça, c'est un formulaire de remontée de données, d'observation qu'on a créé pour tout le monde, que ce soit les gestionnaires ou même le grand public, les naturalistes. Donc pour les espèces exotiques envahissantes animales. Et nous, ce qui nous intéresse aussi sur cet outil, c'est que ça nous prévient en fait si c'est une espèce de la catégorie alerte ou prévention, c'est-à-dire que des espèces qui sont nouvellement arrivées ou en tout cas peu représentées sur le territoire. Donc comme ça, on peut avoir une veille plus active sur la région. Jérôme pour la flore. Voilà, donc il y a effectivement ce tableau de bord au niveau de la faune qui est en ligne, qui vous permet d'accéder à plein d'informations. Au niveau des CBN, donc il y a le site du CBN Med qui s'appelle InvMed, hein, qui court en fait toute la région méditerranéenne, avec même des informations sur la Corse. Et qui compile un certain nombre d'outils qui peuvent vous être utiles, à savoir des fiches espèces. Je crois qu'il y a un certain nombre de retours d'expérience de gestion également. Et puis, ça vous met à disposition un certain nombre d'outils qu'on a produits à l'échelle Occitanie ensemble. Bon, côté MP, on n'est pas très, très bon, hein. On a un site internet qu'a planté il y a quelque temps qui est toujours inactif. Donc voilà, il y a quelques pages qui permettent d'accéder aux documents qu'on a produits, mais pour l'instant, voilà, on a un peu une épine dans le pied avec ce truc-là de notre côté. Bon, c'est pas très grave parce que voilà, à l'échelle Faune Flore, voilà, on dispose maintenant d'un portail commun qui vous permet d'accéder aux principaux documents, d'identifier rapidement les référents et de tomber rapidement finalement sur les outils dont vous avez besoin. Voilà. Oui, voilà, merci David. Oui, merci David pour les différents liens. Et en effet, vous pouvez retrouver tous ces liens sur le premier que David a publié, donc le eee-occitanie.org, qui vous redirige vers tous les outils. Donc pour ce qui est des perspectives pour la suite de nos outils, donc comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, par rapport à l'outil Flore Exonatura qui existe déjà pour la région Midi-Pyrénées, nous on voudrait essayer de l'adapter pour la faune, pour la région Occitanie, mais là c'est au tout début, donc ce serait pour vous aider donc à prendre en compte ces espèces mieux prendre en compte ces espèces dans vos plans de gestion. On continue aussi à travailler sur un argumentaire à faire passer en fait au niveau national pour faire réglementer, pour pouvoir faire évoluer la réglementation des espèces exotiques envahissantes. Et pour ça, en fait, on se base sur vos témoignages, sur vos retours d'expérience au niveau local, ce qui permettrait d'avoir une base d'argumentaire plus forte et avec plus d'enjeux pour le niveau national.
C'est vraiment une demande du niveau, pardon, Justine, je précise que c'est vraiment une demande du niveau national qu'on a, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'espèces qui étaient prévues à l'ajout de la réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes l'année dernière, et qu'au final, il n'y a qu'une espèce sur 10, en gros, en ratio, faune et flore confondues, qui a été ajoutée, parce que le ministère considère que ce qui est proposé par le centre de ressources, par l'OFB ou par l'IUCN, c'est pas forcément homogénéisé en termes de méthodos, ou voilà, et donc et qui manque surtout de retour de dire d'experts en fait sur les impacts avérés de certaines espèces. Donc n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous observez sur le terrain. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, il y a une petite remarque de Laurent, pardon. Il y a une petite remarque de Laurent concernant des bugs dans les liens. Bah oui, il y a encore du bug. Bon, voilà, l'objectif, c'est pas de vous proposer des beaux bugs. On est vraiment désolé de ça. Voilà, on a identifié ce point avec le CEN et le CBNMed, et puis on est en train de régler ça pour que les accès soient facilités. Et Oui. voilà, la liste est donc pleinement disponible en vrai. Et puis bon, voilà, si vous avez besoin de la liste, je peux vous mettre un lien, celui qui sera mis à jour. Comme ça, vous avez tous accès à la liste dès maintenant. Je vais vous chercher ça. Mais Mathilde est sur le coup, oui. Ouais, normalement, ce sera réglé dans la journée ou d'ici demain, sûrement. Voilà. Bon, comme vous êtes un peu VIP, hein, on va vous donner un lien tout de suite. Enfin, il est déjà disponible de toute façon dans les liens de documentation qui sont associés à la lettre d'information pour ceux qui sont abonnés. Hein. Il y a la possibilité de savoir qui sont les référents et d'avoir accès à un certain nombre de ressources. Donc, toutes les ressources exotiques envahissantes Occitanie sont aussi disponibles sur ce petit lien. Pour finir, pour les perspectives des outils EEE, alors là, ça concerne moins les gestionnaires, mais c'est un travail qu'on mène avec les autres professionnels, les socioprofessionnels. Notamment, on travaille actuellement sur un guide du qui fait quoi en cas de découverte d'une espèce exotique dans la nature, qui consisterait à identifier en fait tous les acteurs de la région qui seraient volontaires pour mener une action, un rôle dans la chaîne de détection d'une espèce exotique envahissante, de la découverte à la mise en refuge ou la mise à mort ou l'adoption, si ça dépend quelle espèce. Mais voilà, donc ça c'est en cours, c'est un document qui est en ligne et donc ça on avance petit à petit. Ensuite, tu complètes Thierry si besoin. On travaille aussi sur une campagne de sensibilisation, donc ça ce serait sûrement disponible dès le début de l'année prochaine, des premiers trimestres de l'année prochaine. Donc là c'est un travail avec les parcs animaliers et les refuges d'Occitanie. Qui reprend un petit peu ce qu'avait présenté Jérôme tout à l'heure, hein, avec les généralités sur les espèces exotiques. On fait des focus sur certaines espèces, de certains groupes, mais là ce serait surtout la faune. Du coup. Et puis enfin un travail qui commence avec les animaleries et les jardineries. Donc on travaille avec plutôt les sources des introductions d'espèces exotiques. Donc un travail de sensibilisation des salariés, mais du coup de la clientèle aussi des acheteurs. Donc ça avance petit à petit. Voilà. Jérôme, pour la partie flore. Alors pour la partie flore, en fait j'ai fait une extraction des actions et des objectifs que l'on met en place à compter de maintenant dans le cadre de la stratégie. Ça vous donne un petit peu une idée des priorisations et des perspectives, disons, un peu futures, hein, 2023-2024. L'objectif principal, c'est vraiment l'action 2, identifier les enjeux régionaux prioritaires. Donc ça, c'est quelles sont les espèces sur lesquelles il y a des priorités régionales, quels sont les types ou même les foyers sur lesquels il y a des priorités,
ou les sites à préserver, quels sont ceux qui ont un enjeu de priorité sur lesquels il y a un enjeu à accompagner sur la prévention, et puis également quelles sont les priorités en termes de voies d'introduction et de dispersion sur le territoire régional. Donc voilà, essayer de bien mettre en scène ces aspects-là pour ensuite décliner tout ça en différents, je sais pas, en différents travaux ensemble. Bon, après, voilà, du classique, hein. Sinon, voilà, comment on fait en sorte d'être bon en termes de surveillance et d'alerte, hein, que chacun puisse au moins avoir l'information et puis après, on essaie de voir comment, une fois qu'on a l'alerte, essayer d'être bon en termes de réactivité, hein, ces aspects de réaction rapide. C'est difficile à mettre en place et donc voilà, ça se construit, ça se structure, donc ça fait aussi partie des enjeux. Donc là, on est vraiment dans le gros axe prévention-surveillance. Et puis sur des aspects de gestion, voilà, on a prévu de faire de l'accompagnement avec vous sur de l'expérimentation, hein, soit sur des espèces qu'on connaît très mal, hein, soit sur des techniques qui sont finalement pas mal connues, mais sur lesquelles il y a, disons, des aspects de mise en œuvre qui sont importants à avoir en tête quand on les met en œuvre pour que ça soit relativement efficace, pour pas perdre de temps, pas perdre d'argent, et voilà. Voilà, après, différentes façons d'agir, hein, sur les espèces ou sur les stations, sur les voies, voilà. Et puis également des questions en termes d'évaluation, hein, évaluer un certain nombre d'actions qui ont pu être mises en place par le passé. Donc ça va être un peu à construire avec vous, hein, tout ça de toute façon. On pense qu'il y a sûrement des choses à faire en termes de suivi. Hein, essayer d'accompagner à travers des protocoles à la fois à votre portée et à la fois efficaces pour dire sur un certain pas de temps, ça a marché, ça n'a pas marché, et puis pouvoir et communiquer dessus de manière correcte. Voilà, des éléments concernant la réglementation, hein. Il faut que la réglementation, enfin, il faut qu'il y ait plus d'espèces, quoi, hein, parce qu'à un moment, la prévention, c'est pas de courir après des espèces qui sont diffusées dans le commerce, quoi. Voilà, des éléments sur la connaissance, donc du très classique, et puis des éléments de sensibilisation, formation et tout ça. Donc voilà, c'était surtout pour vous rappeler, bon, ça fait partie de toute façon des actions à mener, mais ce qui compte, c'est que l'ensemble du territoire, des acteurs, des élus, un certain nombre de publics cibles, est bien identifié, et la problématique des invasions biologiques comme étant une problématique sur lesquelles voilà, c'est important d'agir ensemble. Voilà. Et en termes de communication, vous le savez sûrement, il existe une lettre d'information Occitanie trimestrielle, donc qui est co-rédigée par les CBN et le CEN. Donc il y aura en élément de communication cette exposition sur les listes scientifiques qui est à venir et sur l'appropriation de ces listes. On travaille également avec l'ARB dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité, avec la rédaction de fiches indicateurs. Alors, il y a eu une première fiche rédigée et publiée sur les espèces exotiques envahissantes faune et les plantes exotiques envahissantes. C'était une fiche indicateur de pression. Et sont en cours de finalisation alors c'est plus des fiches indicateurs, c'est des fiches baromètres de réponse pour un peu évaluer l'action, sur la mobilisation en région sur ces espèces. Et le fameux lien eee-occitanie.org sur lequel vous retrouverez l'ensemble des outils dont nous avons parlé aujourd'hui. Et évidemment, on intervient via lors de colloques, de séminaires, plutôt régionaux ou même nationaux. On communique aussi sur les différents réseaux, enfin les différents médias qu'on utilise, donc via nos pages respectives sur cette thématique. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
Alors, il y a une question là sur la question des filières socio-pro, notamment production et autres, et comment ça peut influencer l'évolution des listes réglementaires ou leur prise en compte. C'est sûr que ça leur fait pas plaisir, quoi. Qu'on aboutisse par nos travaux à dire que ben oui, il y a des espèces qui s'échappent, oui, il y en a certaines qui s'échappent de manière massive, hein, et que ça peut être un problème pour d'autres acteurs que eux. Et alors, il y a quand même des choses qui ont été faites, hein. Lorsque la réglementation européenne s'est mise en place en 2014, l'interprofession du végétal, hein, qui comprend tout ce qu'on peut imaginer en filière socio-pro autour du végétal, s'est associée pour mettre en place un code de bonne conduite, hein, donc un engagement volontaire d'acteurs pro pour, euh, pour prendre en compte cette problématique-là. Ensuite, ils ont pris toute la liste de tous les CBN de France et de Navarre, ils ont mis tout ça dans la moulinette et puis ensuite, ils ont décidé tout seuls, bon ben ça, on va arrêter de la produire, celle-là, on va continuer, mais on va dire que dans tel et tel type de contexte, elle ne fait pas très mal. Et des choses comme ça. Je présente ça de manière un petit peu négative parce que je suis peut-être quelqu'un d'un peu négatif, mais c'était un engagement qui était quand même une nette avancée pour ces professionnels-là, de dire on sent qu'il y a du vent qui n'est pas très bon pour nous et on prend des engagements réels pour essayer d'avancer dans cette direction-là. Donc c'est un code de conduite qui existe, hein, que vous allez trouver en ligne assez facilement, qui est surtout destiné aux professionnels de ces interprofessions, hein. Donc ça va être les paysagistes, les jardineries, le pépiniériste, nanana. Et ils peuvent, la main sur le cœur, s'engager à prendre en compte la question des invasions biologiques, et à ne plus produire un certain nombre d'espèces qui sont listées, hein. C'est la liste de consensus, par exemple. Ils n'ont plus le droit de produire de l'ambroisie, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps, voilà, l'ambroisie étant une espèce qui est à la fois que personne ne produit de toute façon, puisque c'est essentiellement une mauvaise herbe. Mais voilà. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, pour nous, ça indique quand même qu'il y a une certaine volonté d'un certain nombre d'acteurs professionnels de s'engager dedans, même si c'est un premier pas qui n'est peut-être pas assez grand, c'est quand même un premier pas. Et il y a eu un certain nombre de rencontres et de dialogues avec eux qui se passent en généralement assez mal, hein, parce que finalement, c'est quoi les CBN, ou même l'équivalent sur les animaleries que font le SEN? On est quoi? On n'est rien du tout face à des professions qui derrière ont un certain nombre d'emplois, un certain poids économique et puis une écoute attentive des politiques, parce que bon ben voilà, ça peut, il y a derrière, il y a peut-être de l'électorat, derrière il y a de l'économie, du boulot et tout ça. Donc bref, ce qui fait que, par exemple, la première liste des plantes exotiques envahissantes qui avait été proposée à la réglementation par les CBN, je crois que c'était en 2012, il y avait plus de 70 espèces qui étaient proposées. À la fin, il y en a 2 qui ont été retenues dans la réglementation française. Ça a été les 2 Jussie. Et donc, ça traduit un peu le déséquilibre entre les enjeux biodiversité et les enjeux économiques des filières. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours très, très présent aujourd'hui. Mais il faut quand même voir que les choses évoluent, que ces acteurs sont finalement un peu obligés de se mettre à table avec nous maintenant, parce que ben, finalement, dire qu'il y a des espèces qui s'échappent et que ça pose un certain nombre de problèmes, eh ben, ça a quand même un impact sur leur profession. Et donc, du coup, ben, ça les amène à travailler avec nous beaucoup plus. Parce que notre projet, c'est pas de faire en sorte qu'on interdit tout ce qui est exotique, ni même tout ce qui est exotique envahissant. On peut aussi considérer qu'il y a un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes qui auraient éventuellement un enjeu sociétal suffisant pour qu'on décide tous ensemble que, OK, celle-là, on la laisse passer. Mais il faut quand même se mettre autour de la table pour le faire. Et il faut aussi se mettre autour de la table pour dire, telle et telle espèce, on n'en veut plus. Et donc, voilà, donc c'est un dialogue à construire qui est en construction. Alors, nous, on travaille au niveau régional.
Le CBN Med à l'échelle PACA avait aussi beaucoup travaillé avec les acteurs pépinières de manière historique, hein. Depuis, je crois, 2010, ils travaillent avec eux là-dessus, hein. Bon, ça ne se passe pas bien non plus. Et maintenant, au niveau national, il va y avoir un certain nombre de rencontres, en tout cas, qui sont planifiées avec ces acteurs-là pour essayer de rentrer un peu plus dans le dur, si on veut, avec ces acteurs-là. Ils ne sont pas fermés au dialogue. Moi, je pense que la clé d'entrée, c'est la question de la responsabilité. Parce qu'en fait, à mon sens, hein, tous ces acteurs-là, ils sont responsables de ce qu'ils commercialisent. Et ils ne peuvent pas dire on ne sait pas. Et en plus, hein, les particuliers, les prescripteurs se tournent vers eux pour du conseil. Donc, il faut qu'ils fassent leur boulot, quoi. Et donc, ça fait partie de la stratégie faune comme de la stratégie fort de cibler ces acteurs-là pour qu'ils prennent leurs responsabilités, que s'ils ont du personnel qui n'est pas formé sur ces questions-là, ils se forment et que ça puisse être des interlocuteurs qui occupent leur place pour de vrai sur l'ensemble des questions qui touchent leur profession. Voilà. Excusez-moi. Peut-être que vous pouvez, Iris, départager l'écran pour qu'on se voit un petit peu plus si la présentation est terminée, du coup, pour échanger autour de ce sujet. C'est vrai que c'est un peu quand même, j'allais pas dire démoralisant, mais quand on voit les enjeux qu'il y a, le fait que ça fasse partie des causes voilà, des 5 causes de perte de biodiversité, etc., de voir que derrière, en fait, les lobbies arrivent quand même, malgré tout, à garder la main là-dessus. C'est Nathalie qui notait dans le chat effectivement le nombre d'emplois et le nombre et les sommes qu'il y a en jeu. C'est toujours voilà, l'économie contre la biodiversité. C'est un peu le pot de fer et le pot de terre. Bref, en tout cas, merci pour votre présentation. Laurent? Ouais, merci effectivement pour les présentations. Moi, je voulais rebondir tout de suite là sur ce que vient d'écrire effectivement Nathalie. Parce qu'effectivement, ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de transcription dans le droit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement, OK, ils font 15 milliards, il y a 186 000 professionnels. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un travail je connais très très mal ça parce que j'achète jamais de plantes moi-même. Donc c'est vraiment un sujet, je comprends pas qu'on achète des plantes, mais ça c'est un truc voilà, qui n'a rien à voir professionnellement. Mais du coup, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des stars de la vente, vraiment des espèces qui représentent un poids économique important parce qu'elles sont achetées par les consommateurs et qui sont des... En fait, c'est cette part-là qui m'intéresserait d'avoir comme information. Je ne sais pas si on l'a, hein, je ne sais pas si quelqu'un a travaillé dessus, parce que ça serait intéressant de voir finalement qu'est-ce qui freine ces acteurs économiques là-dessus. Parce que si on leur interdit des trucs finalement qui sont minimes ou à la marge, je suppose que ça n'a pas trop d'impact sur leur propre commerce. Bon, il y a deux manières de le prendre. Il y a une manière de le prendre qui est les plantes stars, c'est des plantes qui sont largement répandues. Donc, jusqu'où le combat en vaut la peine pour nous? Parce qu'on n'est plus du tout dans la prévention, on n'est plus du tout dans une capacité à pouvoir gérer ce type de situation-là. Prenons par exemple la laurière, là, le béton vert qu'on a quasiment sur toutes les haies mitoyennes, Prunus leurocerasus. Donc ça, c'est une espèce qui est archi commercialisée, archi à l'aise dans les ripisylves et à l'aise dans un certain nombre de milieux forestiers où il y a quand même une petite ambiance humide, par exemple. Et donc, en fait, et puis, imaginons que le laurier rentre dans la réglementation. On va quand même être confronté à un gros souci qui est que quasiment, enfin voilà, on prend dans une rue, il n'y a pas une rue en ville ou dans un village où il n'y a pas la laurière qui est dans un jardin, quoi. Et donc, ça peut aussi amener à déplumer la réglementation de son poids, parce qu'on réglemente des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Et donc, ça fait quand même aussi partie des questions. Alors, les 70 espèces dont je vous parlais, ce n'étaient pas des espèces largement répandues. L'objectif, c'était plutôt de taper dans des espèces qui ont une grosse capacité de colonisation, mais qui ne se sont pas encore totalement déployées.
hein. On était plutôt sur cette logique-là. Après, la réglementation, elle a aussi d'autres faiblesses. Et sa faiblesse, c'est son pas de temps. La réglementation, elle fait que courir après des découvertes désagréables qu'on peut avoir dans la nature. D'une nouvelle espèce qui vient d'arriver. Là, par exemple, on vient de nous signaler une plante aquatique, ça s'appelle l'hymnobium, je ne sais plus quoi, ça s'appelle la grenouillette, hein. C'est un truc qui a l'air d'être très, très populaire dans les plans d'eau, et ça y est, c'est parti, quoi. On commence à la rencontrer sur le Lot, sur la Garonne et tout ça. Et donc, quand bien même on l'interdirait d'un point de vue réglementaire, ce qui serait important, hein, et puis aussi pour encourager tous ceux qui vont être amenés à gérer cette problématique-là, eh ben, c'est déjà trop tard, en fait, quelque part. Enfin, peut-être que c'est pas trop tard, hein. Peut-être que je suis tellement pessimiste et négatif que du coup, ça donne une vision. Mais quelque part, ça pose question sur à quoi doit nous servir la réglementation, à comment le positionner en termes d'outils, hein. Moi, j'ai l'impression que finalement, ce qui est déjà sur le territoire, envahissant ou pas, c'est mort. C'est-à-dire qu'on peut toujours courir après, mettre en place des actions de gestion qui localement vont être utiles, intéressantes, pertinentes, mais globalement, à l'échelle de l'Europe ou du continent européen, je considère que c'est un peu mort parce que moi, j'ai du mal à imaginer qu'on va avoir tout le monde qui va agir d'un bloc par rapport à une espèce. Oh bah non, celle-là, elle est quand même jolie. Oh non, ils sont chouettes les fruits quand même. C'est plein de vitamine C. Faut quand même qu'on continue. Tiens, je t'en donne. J'en ai dans mon jardin. Je t'en file. Tiens, maison. On n'a pas le droit, mais tu vas voir, c'est super. On n'a pas le droit, c'est illégal. Donc, moi, j'ai du mal à croire que quelque chose qui est déjà présent sur le territoire, ça puisse être radicalement interdit. Par contre, je pense que là où la réglementation doit nous accompagner, c'est pour, à partir de maintenant, ce qui rentre sur le territoire européen ou national, c'est ce qui est pleinement justifié d'un point de vue intérêt général. Sinon, ça rentre plus. Je pense qu'il faut être, je pense qu'on va être obligé d'arriver vers ces logiques-là, parce qu'il y a quand même bien assez de plantes, quoi, hein. Franchement, quand on regarde, il y a un catalogue qui s'appelle Floriscope au niveau des plantes, des plantes commercialisées. Je sais plus, ils sont à 10 000 références ou plus, quoi. C'est bon, quoi. Il y a assez, quoi. Il y a largement de quoi jouer déjà. Et puis peut-être que certaines plantes, comme ils ont fait avec le Buddleia, ils commercialisent plutôt des variétés stériles. C'est déjà un premier pas vers une amélioration et un effort que peut faire la profession et des choses comme ça. Au moins déjà ça, quoi. Et puis certaines plantes, essayer d'arrêter de les commercialiser parce que vraiment c'est une trop mauvaise idée pour tout le monde. Mais voilà, donc je pense qu'il y a en fait ces questions de liste, hein, elles sont assez compliquées parce que on peut les mobiliser de manière différente. Et voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est que voilà, la réglementation, ça peut nous servir pour un certain nombre de choses, sur une certaine approche. C'est vraiment la prévention sur laquelle, à mon sens, la réglementation, elle peut être bonne. Et puis, qui dit réglementation dit contrôle. C'est-à-dire que si derrière, on n'a pas l'OFB qui est là et puis qui va dans la jardinerie et dire, mais ça, là, c'est du myriophile du Brésil, hein, que vous commercialisez. C'est interdit, donc je vous fais une mise en demeure et si vous ne l'enlevez pas, je vous sanctionne. Et ça, aujourd'hui, l'OFB, c'est pas non plus spécialement dans ses priorités parce qu'elle en a 10 000 des priorités, il n'y a pas de temps, tout le monde court dans tous les sens. Et ça, c'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Et donc, on a aussi cette difficulté-là. Cet exemple que tu cites là sur l'OFB devant intervenir dans les jardineries, je me pose vraiment la question, effectivement, est-ce que c'est sa responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres organismes de contrôle socio-professionnels dans ces milieux-là qui sont les milieux industriels pour vérifier le respect des normes, etc. Et ce n'est pas forcément de la responsabilité de l'OFB. Enfin, je conçois mal, je ne sais pas moi, un industriel qui va fabriquer ou qui va vendre un produit, il est bien soumis à des réglementations, il est bien contrôlé par des organismes. Ce n'est pas forcément la gendarmerie qui va débarquer chez lui, tu vois ce que je veux dire? Donc je connais pas du tout, hein, encore une fois, ces structures socio-économiques, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire respecter la loi de ce qui doit être vendu? Enfin, n'importe quelle entreprise doit se plier à la loi, c'est pas propre aux espèces exotiques envahissantes quand ils vendent un produit. Donc il y a des organismes déjà chargés de faire le contrôle.
On a tous les organismes qui vont vérifier la santé publique dans les restaurants, par exemple, pour vérifier ça. Enfin, il doit bien exister ce type non, de structure. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être l'OFB qui devrait faire ça. Pas parce que la structure pour ce type de questions-là, c'est l'OFB. Ah, c'est parce que réglementairement, c'est la seule habilité A, c'est pour ça? C'est la police de l'environnement. La gendarmerie peut aussi le faire, hein, mais le cœur de la police de l'environnement, c'est l'OFB. Oui, alors peut-être que je me suis mal exprimé, mais quand tu es un industriel et que tu vends un produit, tu es bien soumis à des normes. Ces normes sont bien contrôlées. Donc, si tu vends un produit, tu dois déclarer son origine, etc. C'est la même chose sur le circuit des viandes, sur le circuit des céréales, etc. Donc, tu dois bien t'assurer de la provenance et vérifier cette provenance. Ce n'est pas l'OFB qui va vérifier la provenance des céréales qui arrivent sur notre territoire. Donc, il y a bien un organisme qui pourrait faire ça au titre de, ben voilà, c'est une espèce qui est interdite à la commercialisation sur le territoire français. Pour moi, ce n'est pas à l'OFB de vérifier ça. Enfin, ou peut-être que du coup, je me trompe complètement. Effectivement, la loi est faite de cette façon-là. C'est vraiment une question naïve, hein. Jérémie a peut-être une petite idée parce qu'il a mis un acronyme très sympathique dans le chat. Je ne saurais pas le traduire. Ouais, la DGCCRF, c'est la Direction Générale de je sais plus quoi, du contrôle et de la répression des fraudes. À mon avis, Exactement. c'est eux plus que l'OFB qui doivent intervenir sur ce genre de problématique. La concurrence, oui, je crois que c'est ça, concurrence et répression des fraudes. C'est ça, C'est merci. une structure historique, ça, et normalement, alors, sur le marché du végétal, je ne sais pas si c'est eux, mais effectivement, comme dit Jérôme, il faut avoir une habilitation. Donc, alors, avoir un pouvoir de police, déjà, à la base, et donc avoir une habilitation. Et je pense qu'effectivement, la DGCCRF, peut-être parce que chaque structure, effectivement, a une habilitation enfin, structure administrative de police a une habilitation pour telle ou telle chose, effectivement. Et là, pour le milieu du végétal, il faudra que je vérifie, mais ça pourrait bien être eux, la DGCCRF. Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait être une question intéressante enfin, ça pourrait être l'objet d'une thématique, hein, cet aspect-là, parce que c'est assez central. On peut prendre appui sur un document qui est en train d'être finalisé là par le Centre de ressources nationales sur l'ensemble de la réglementation qui s'applique aux espèces exotiques envahissantes, hein, faire un point là-dessus très complet. C'est Madeleine Freudenreich du Centre de ressources qui a porté ce document-là, et peut-être que ça pourrait être intéressant de profiter de sa sortie, réunir peut-être quelqu'un de l'Adréal, enfin voilà, quelques personnes un peu qui ont peut-être un peu plus de billes que nous pour un peu mieux comprendre voilà, comment s'appliquent ces différentes réglementations, par qui et pourquoi c'est suivi, ça avance ou pas. Parce que peut-être que ce serait intéressant de savoir qui mobiliser quand on est confronté à un souci de ce type-là, quoi, à faire un peu une mise à plat là-dessus, quoi. Ou peut-être juste produire un petit document en termes de procédure, quoi, à qui je m'adresse quand je m'aperçois de quelque chose. Voilà. Oui, parce que récemment, effectivement, ton exemple, Jérôme, récemment, l'OFB nous a remonté à un signalement d'Ambroisie, mais un site énorme. Et en échangeant comme ça, en fait, j'ai appris que l'OFB n'était pas habilité pour donner les avertissements apparemment sur l'Ambroisie. C'était pas leur service. Donc, du coup, je ne sais pas qui c'est finalement. Au-delà L'Ambroisie, c'est réglementation santé, donc ouais. Alors peut-être que ça passe par le ministère de l'Agriculture, ouais, peut-être sous l'angle Moi, je pensais que ça pouvait passer au santé des moins pour végétaux, mais la police de l'eau, vu que c'était pas loin de la rivière, mais non, ça ne passe pas, ils sont pas habilités, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, David, tu voulais intervenir? Oui, T'as la main merci, levée. bonjour à tous. En fait, ces discussions sont intéressantes dans la mesure où on rentre dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on a une réglementation, on a des positionnements différents en fonction des filières et des thématiques, et on se rend bien compte que comment est-ce que les acteurs de terrain, de contrôle ou de gestion, peu importe, ou d'aménagement, se saisissent de ces outils. On l'avait déjà évoqué dans les groupes de travail initiaux, hein, avec Iris et Justine. Là, par exemple, la collaboration entre la répression des fraudes et l'OFB est une réalité, sauf que effectivement, ils ont leur liste de priorités.
dans cette même animalerie, il va y avoir potentiellement de la vente d'animaux, et là, ça passe sous le certificat de capacité du vendeur donc de l'animalerie. Donc, des contrôles également au FB, mais conjoints cette fois-ci avec la DDPP. C'est avec service vétérinaire, donc les directions départementales des protections des populations. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs acteurs et en fonction de qui s'en saisit, que ce soit une collectivité pour la gestion ou l'étude sur site, que ce soit un gestionnaire d'espace naturel ou tout simple citoyen. En fait, comment est-ce qu'on se saisit de ces outils-là en fait, et qu'on passe à la décision, parce que c'est très bien, on peut avoir des financements pour des coups de poing, mais je rejoins Jérôme sur le fait que très souvent, il est bien trop tard, c'est-à-dire qu'on s'inquiète du phénomène alors que l'expansion a déjà eu lieu. Donc, il faudrait également une priorisation sur les terrains. Peut-être, je ne sais pas, que ça serait quelque chose à proposer également au groupe de travail collectivité ou en tout cas UICN France, parce que il y a également des thématiques sur le trafic illégal, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est légal et qui est en jardinerie ou que l'on peut trouver sur Internet, et ce qui est issu du trafic et qui pose de nouveaux soucis, parce que c'est souvent des effets mode, et c'est là où il y a des niches de financement, parce que la rareté crée justement l'attrait. Donc, je pense que tout ce travail qui est fait par la plateforme et qui vient d'être présenté, et dont je remercie tout le boulot qu'il y a derrière depuis tous ces nombreux mois de travail, c'est une base, mais maintenant, il faut la rendre opérationnelle, c'est-à-dire accompagner les acteurs de terrain jusqu'aux politiques, hein, et peut-être justement avec des formations avec la RB, etc., jusqu'aux politiques sur le décisionnel et jusqu'aux citoyens sur la sensibilisation à ces thématiques. Voilà, donc je pense qu'il faudrait faire une cartographie des acteurs et des outils ad hoc et essayer effectivement d'avoir des référencements clés sur quelles sont les portes d'entrée en fonction des signalements ou des prises de décision. Donc je pense que ça serait l'étape d'après. Je ne sais pas si c'est prévu ou vous en avez déjà discuté au SEN ou à la RB. À la RB, non. Je ne sais pas à quoi tu fais référence quand tu parles de prise de décision. Tu penses à quoi? Alors, en fait, la RB anime le collectif des gestionnaires d'espaces naturels, et au titre de la conservation et de la préservation de ces espaces naturels, je pense qu'il y a des actions qui peuvent être entreprises sur base de diagnostics sur l'état des lieux et la présence d'espèces faune, flore réglementées ou pas, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas encore réglementés et qui commencent à poser problème et dont il serait peut-être temps, justement, malgré le fait qu'elles ne soient pas réglementées, de s'en occuper. Ça, c'est un schéma classique et à la rigueur, c'est le plus simple. La difficulté, c'est de trouver des financements et des acteurs qui vont agir s'il y a décision d'intervention. Par contre, pour les autres acteurs, c'est-à-dire ceux qui légifèrent ou contrôlent le commerce, comme on vient de dire, les gestionnaires et les aménageurs d'espaces publics, et je pense aux collectivités, comment est-ce qu'au sein d'une collectivité territoriale, par exemple, ou régionale, on décide d'en faire une priorité sur telle espèce, d'avoir des actions concertées et de mobiliser les élus et les citoyens là-dessus. Et créer un consensus, parce que l'intervention sur ces espèces-là ne fait pas forcément consensus. Il y en a qui trouvent sympa de voir des flopées des perruches à collier, il y en a d'autres, celles qui dorment à côté des dortoirs, pour qui ça pose des nuisances et ça pose problème. Donc effectivement, les perruches à collier qui sont juste en bas de la rue vont poser plus de nuisances et de problèmes que l'ambroisie que l'on ne voit pas si on ne va pas jusqu'au site. Alors, rapidement, je fais une petite intervention parce que David, effectivement, la RB s'en est pas saisie. Alors, j'ai parlé un peu vite, Non, c'est dans le cadre du réseau des gestionnaires. Par contre, effectivement, il y a un gros travail qui a été fait avec le guide planton local, avec justement, voilà, avec le CBN, avec tout un tas j'allais de... reprendre justement Julie, parce que je sais que vous y avez réfléchi, et notamment dans le cadre du montage de l'observatoire, parce que ça fait partie justement de ce regroupement de données et de mutualisation de données qui est, bon, dans la science c'est SINP certes, mais qui après se traduit en plan d'action.
Donc, quand une collectivité démarre son atlas pour la biodiversité, communal ou métropolitain, comme c'est le cas à Montpellier, et qu'on tombe sur justement ces signalements-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment est-ce qu'on passe à l'action ou à la décision ou à la non-décision et à la non-action? Mais en tout cas, la question doit être posée. Et c'est à cette interface-là, cartographie d'acteurs et comment est-ce qu'on s'en saisit, où je trouve qu'il faudrait des outils, des formations et un référencement national d'une voix qui, clairement, on est tous autour de la visio, le sujet nous touche ou nous concerne professionnellement, et pour autant, on a des questions de base de qui s'occupe de quoi. C'est la preuve que la gestion des acteurs n'est pas forcément concertée, parce que c'est nouveau, enfin, c'est pas nouveau pour nous, hein, mais c'est nouveau en tout cas sur le fait d'avoir des outils, des référencements, des listes et une priorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la priorisation? Comment est-ce que je la mets à la table des élus pour une discussion et une décision? C'est quelque chose qu'on avait évoqué dans les groupes de travail. Donc, je pense que faut s'en saisir par la suite. Avec avec le travail du qui fait quoi et le premier état des lieux un peu des acteurs et des différents types d'actions qui sont en capacité de faire par leurs compétences, on va amorcer ça. Donc on l'a bien en tête. Et après, pour ce qui concerne le côté plus formation spécifique à différents publics, dont les collectivités, c'est aussi prévu, mais c'est vrai que c'est prévu un peu plus tard dans la stratégie, dans notre plan d'action, juste parce qu'on peut pas tout faire et que ça avait été priorisé. Je crois que c'est même pas prévu pour l'année prochaine en théorie. Mais bon, on a déjà commencé quand même, vu que c'est un besoin qui nous est remonté au final, on a déjà commencé au moins à y réfléchir, au moins pour les services de l'État, en fait, enfin, et l'OFB, la police dans l'environnement, pas Ouais. forcément pour les collectivités tout de suite, quoi. C'est une très bonne porte d'entrée. Enfin, ravi de voir que c'est maintenu au plan d'action et dans votre planning de travail. Je sais que c'était pas forcément la priorité. Juste réfléchissez lorsque vous sortez actuellement et les rapports et les listes et les outils ou les outils web pour le signalement, etc., à réfléchir à comment les traduire ou les rendre accessibles pour les différents acteurs. C'est-à-dire que si vous avez déjà repéré, et je pense qu'on l'a déjà à moitié évoqué sur les groupes de travail, sur la cartographie d'acteurs, de décisionnaires ou services de l'État concernés qui doivent piloter ça, et clairement, avec la nouvelle stratégie nationale de la biodiversité, c'est un des points dont doit se saisir plus fortement l'OFB, mais pas que, hein, il y en a d'autres. Donc là-dessus, si vous réfléchissez dès maintenant en face de la carto à comment décliner, ça ira peut-être plus vite si vous avez déjà réfléchi à quels outils. Ça peut démarrer par une discussion aussi avec l'OFB, voilà, parce qu'ils ont également leurs outils. Donc ça vaut la peine de... Et pour ça aussi, je pense que, pour information, on va intervenir aux rencontres de la biodiversité et territoire le 12 et 13 septembre à Montpellier, qui sont organisées, pardon, je vais y arriver, par l'OFB justement, en même temps, en parallèle du Salon de l'environnement Ad Natura. Et justement, en fait, on va traiter de ces thématiques. Donc, ça va être un atelier avec multiples intervenants parce qu'on a été regroupés par thématique. Et donc, il y aura des représentants à la fois du national, du régional, des gestionnaires d'espaces naturels et des socioprofessionnels qui seront présents comme intervenants, je veux dire. Et évidemment, il y aura tout le panel, tous les participants. Et donc, notre objectif, c'est aussi d'identifier un peu de présenter les outils, mais ce sera aussi surtout d'identifier les besoins et de parler avec les besoins en fonction des typologies, des types d'acteurs qu'on aura en face de nous. Ouais, j'ai vu ça sur le programme et c'est parfait, c'est le lieu pour le faire. Il faut juste essayer de sortir avec un listing de qui fait quoi et next, qu'est-ce qu'on fait après. Mais parfait, super. Si on revient à une échelle peut-être un peu plus locale en lien avec les gestionnaires, parce que du coup, là, ce sont des actions qui sont quand même très, très ambitieuses, hein.
vous l'avez peut-être un peu dit au départ, mais comment vous pouvez aider les gestionnaires du coup à éventuellement travailler sur les priorisations en lien justement avec leurs problématiques? J'imagine que tous les gestionnaires qui sont là aujourd'hui, c'est qu'ils rencontrent effectivement une ou plusieurs espèces exotiques envahissantes sur leur territoire et qui savent pas comment agir ou s'il faut agir, si c'est la peine d'agir, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un accompagnement, alors pas personnalisé, mais est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce que vous pouvez les appuyer, les aider justement sur cette priorisation? Oui, bien sûr. Alors souvent, ça passe par la première étape, c'est qu'on nous contacte pour avoir justement la carte de répartition des espèces de la liste sur le territoire. Et quand on fait ça, quand on envoie cet export de données, déjà, on redéfinit bien à chaque fois ce que signifient les catégories. Et donc typiquement, on va rappeler que c'est pas parce qu'une espèce elle est dans la catégorie majeure que c'est sur celle-là qu'il faut aller taper parce que c'est potentiellement peine perdue en fonction de la situation. Et du coup, en fonction des espèces qu'il y a sur la liste qu'on envoie, on fait déjà des petites remarques. Et après, on est disponible. Enfin voilà, on est disponible pour échanger directement avec les gestionnaires, sachant que c'est quand même eux qui ont la connaissance la plus fine de leur territoire. Et donc, on a dans tous les cas, on ne se permet pas nous de fournir un diagnostic quand on envoie cette liste, quoi. Il faut qu'il y ait cette phase d'échange. On va envoyer des premières pistes des choses, je sais pas moi, s'il y a des poissons dans une mare, bah dire bah voilà, là, ça pourrait être bien si vous voulez faire une action de restauration, ça pourrait être bien d'aller désempoisonner la mare, mais par contre de bien accompagner par, je sais pas, une campagne de sensibilisation. C'est ce genre de petites pistes qui peuvent paraître peut-être un peu, bah, je sais pas, évidentes pour certaines personnes, mais voilà, on fait quand même ce rappel. Et après, c'est de l'accompagnement dans la mesure de nos connaissances. Et par contre, on a du temps pour aller faire des recherches un peu plus poussées. Donc, c'est surtout quand les acteurs n'ont pas forcément le temps de faire la biblio ou de collecter les retours d'expérience. On peut envoyer directement les liens et ça fait quand même gagner du temps. Ça peut vous faire gagner du temps. Voilà. Carrément. Et Merci. pour information, là, juste toi, par curiosité plutôt, les cartographies en question, elles sont basées sur les données SINP ou vous faites appel à d'autres sources de données comme par exemple les plateformes de signalement, qu'elles soient nationales, régionales, je pense à la plateforme de signalement de l'Ambroisie par exemple, ou d'autres qui pourraient, qui sont, je ne sais pas si elles sont versées du coup directement ou à quel pas de temps. Donc je me demandais comment est-ce que vous faisiez ces cartographies-là. Alors, pour la flore, du coup, je peux pas te répondre, mais par contre, pour la faune, en effet, on fait un export SINP. Donc, il peut y avoir un délai, on en a conscience, hein. Il y a cet export SINP auquel on ajoute des données d'ordre bibliographique du coup, vu qu'on les ajoute dans notre système d'information du CEN, le CICEN, à terme, elles vont être ajoutées au SINP, mais pour avoir les données les plus à jour possibles, en fait, on les fait apparaître typiquement dans le tableau de bord. Normalement, on essaye de faire apparaître les données les plus exhaustives. Donc, c'est des données SINP plus des choses que nous, on a rajoutées ponctuellement, alors parfois à l'échelle de la commune, ou voilà. Et on a à chaque fois la source qui va avec. Et je voulais dire un autre truc, je sais plus, Justine, si tu veux compléter, mais tout. Non, bah, quand on a des... Non, je sais plus. Non, c'est un travail qui est en cours aussi pour Oui. justement travailler avec les autres bases de données enfin, par Ils exemple, reverseraient pas, mais bon, en théorie, mais dans l'idée, ce serait ouais. de combiner, quoi, pour avoir une veille. En fait, le travail qu'on veut faire avec les bases de données, enfin, autres bases de données qui reversent pas forcément dans CICEN, c'est plus un travail de flux ou bon, moi, je maîtrise pas trop les outils techniques, mais dans l'idée, ce serait que les espèces de la liste, de la catégorie prévention ou les espèces de la catégorie alerte, quand elles sont rentrées dans ces autres bases de données, que ces autres bases de données acceptent de nous remonter l'information beaucoup plus rapidement que s'il fallait attendre que ça fasse tout le trajet quoi, de la donnée en temps normal. Mais du coup, on se contenterait de faire ça sur les espèces des catégories alerte et prévention, donc qui sont pour l'instant normalement isolées sur le territoire. Et je sais pas du tout pour la question de Jérôme, je sais, enfin pour les outils. Oui, pour l'exemple de l'Ambroisie, c'est un bon exemple. En fait, le ministère de la Santé a lancé une plateforme il y a de cela quelques temps concernant l'Ambroisie
qui a eu un succès important, c'est-à-dire qu'on avait sur le territoire Midi-Pyrénées, hein, pour pouvoir parler de notre territoire, on avait de l'ordre de 700 données Ambroisie lorsque la plateforme a démarré, et eux, ils étaient plutôt autour de 700 à 800 données collectées par an. Donc, en termes de force de frappe, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Après, il y a aussi des erreurs dedans parce que on est sur des publics qui sont pas forcément formés, on est sur, ou en tout cas, il y a un pas de temps et tout ça. Donc, il y a un peu de déchets là-dedans, sachant que la problématique de l'ambroisie, elle est assez délicate parce qu'à partir du moment où on signale un foyer et si une action est mise en place et puis finalement c'est pour aller arracher du rumex ou des plantes qui ne sont pas l'enjeu, c'est très dommage. Donc il y a en tout cas tout un travail comme ça. Bon bref, je m'égare, mais ce que je voulais dire c'est que euh, ce qu'on a joué comme rôle en tant que CBN, c'est d'essayer de collecter l'ensemble de ces données avec eux pour produire une carte de synthèse avec l'ensemble des données. Donc le SINP, en fait, c'est toutes les données relatives aux acteurs de l'environnement, quelque part. Qui les versent. Donc, le principe, c'est de l'adhésion, c'est-à-dire qu'un acteur qui a de la donnée environnement, ben, il adhère au SINP, ça lui donne accès aux données et en même temps, nous, CBN, on anime le SINP côté flore, c'est le SEN côté faune et on valide et on met en forme les données de telle sorte qu'ils soient disponibles à l'échelle régionale. Donc voilà, si vous avez des données diverses et variées, c'est important qu'elles contribuent à ce fonds pour tout le monde, pour ces questions de répartition, mieux connaître la répartition des espèces et tout ça. Mais sinon, c'est pas le seul circuit. Il y a aussi le circuit national. Et en fait, l'ARS verse toutes leurs données ambroisie à l'échelle nationale. Et alors là, par contre, on est sur un tuyau qui est très, 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 très long. Déjà, le nôtre, il est quand même assez long. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous nous donnez des données, on les valide et ci et ça, il peut se passer en général au moins un an. Donc, c'est pas hyper réactif, hein. C'est des efforts enfin voilà, c'est des problèmes dont on a conscience, hein, surtout sur les questions d'invasion biologique. On sait que ce qui compte, c'est d'aller vite, quoi, hein, c'est d'être réactif, quoi. Et donc là, pour l'instant, on est modérément bon, on n'a qu'à dire, voire bon, on n'est pas bon, mais on a des marges de progrès. En tout cas, c'est identifié comme des priorités, hein, arriver à collecter et à mettre à disposition plus rapidement les données d'évolution de répartition d'espèces. Et pour ce qui concerne le tuyau national, ben aujourd'hui, c'est toujours pas redescendu, les données ambroisie. Donc là, on a passé un deal avec l'ARS de manière régionale. Pour l'instant, on produit des cartes à façon, c'est-à-dire une carte fixe, hein, une carte papier, de toutes les données biodiff d'un côté, ARS de l'autre côté, validées par leur réseau. Et comme ça, les animateurs départementaux disposent d'un outil cartographique annualisé, quoi. Mais c'est fixe, quoi, hein. Par contre, voilà, ce qui va se passer, il y a des évolutions dans le SINP aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on voit un certain nombre de données, on voit essentiellement les données validées. Et demain, on pourra voir les données validées et les données qui viennent d'arriver. C'est-à-dire que vous envoyez des données, à partir du moment où elles sont mises en forme pour rentrer dans le réseau, elles sont dedans même si elles ne sont pas encore validées, hein. Il y aura, donc ça c'est déjà un plus, hein, surtout pour ces questions d'invasion biologique. Et puis un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, on a une carte, disons, semi-dynamique, hein, parce qu'on verse les données globalement une fois par an. L'idée, c'est d'essayer de les verser un petit peu plus, peut-être même un jour d'être en flux, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Mais bon, au moins les verser de manière assez régulière. Et le deuxième point aussi, c'est que les données pourront être accessibles, hein. C'est-à-dire que vous pourrez, il y a telle donnée sur mon territoire qui m'intrigue ou m'intéresse, hein, ben, je peux aller jusqu'à la donnée. Sauf s'il y a des restrictions d'usage de ces données par l'observateur qui ne veut pas qu'on sache qui il est ou je ne sais quoi, hein, voilà. Mais sinon, globalement, le gros des données, hein, bon là, nous on parle surtout des exotiques envahissantes, mais ça va concerner l'ensemble du jeu de données disponible dans le SINP Flore. Alors, je ne sais pas au niveau faune si c'est la même dynamique, mais j'imagine que c'est la même chose, hein, c'est les mêmes logiques. Alors, j'espère que j'ai répondu.
Voilà. Ouais. Sinon, en termes d'appui technique, on fonctionne exactement comme Iris l'a décrit. L'objectif, c'est de vous donner des billes en termes d'écologie pour savoir un peu comment ça marche, l'espèce ou le bestiau. Et puis ensuite, vous orienter vers une approche prévention, c'est-à-dire c'est quoi mes secteurs à préserver, c'est quoi mes voies d'introduction massive, par où elles vont arriver. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà ou qu'est-ce qui est autour que je pourrais bientôt avoir. Voilà, vous accompagner là-dessus pour avoir un regard un peu critique sur votre territoire d'un point de vue, on n'a qu'à dire vulnérabilité et action de prévention possible. Et puis après, ça va être aussi une question de moyens. Est-ce que vous avez les moyens d'agir ou pas parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez crucial. Et puis, voilà. Voilà. Merci Jérôme. C'est presque 10h30. Je vais conclure. Merci beaucoup Iris, Justine et Jérôme du coup pour votre présentation. Je pense que ça a éclairé pas mal les gestionnaires. Enfin, vous me contredirez si ce n'était pas le cas, mais je pense que vraiment c'était très intéressant et nécessaire. Comme d'habitude, je vais envoyer un petit mail à l'ensemble des participants avec les ressources qui ont été mises dans le chat, le lien vers la présentation qui a été faite aujourd'hui et les mails des différents intervenants à qui je pense vous pouvez écrire justement si vous avez d'autres questions plus personnalisées par rapport à votre territoire ou aux problématiques, etc. Donc, je vais envoyer tout ça tout à l'heure. Je vous rappelle aussi, le prochain Café Génial, ce sera le 30 novembre et c'est sur comment mieux accompagner les activités de pleine nature, les sports de pleine nature sur mon territoire. Et je vous rappelle aussi, même si j'ai déjà fait plein de rappels et que je vous ai bombardé de mails, la rencontre annuelle des gestionnaires qui se passera en visio le 5 décembre, le matin. Vous avez dû recevoir un petit questionnaire. Je ne sais pas si vous pourrez être présent ou pas, mais si vous pouvez y répondre, il ne prend pas très très longtemps et ça nous aidera un petit peu à répondre au mieux à vos besoins et à préparer la feuille de route 2024. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, aux intervenants et aux participants, et puis de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances la semaine prochaine pour fêter Merci Halloween. beaucoup. Merci Julie. Merci à tous. Merci, oui, À aux intervenants bientôt. et à tout le monde. À À bientôt. bientôt, au revoir. Au revoir.